Centrafrique, on en a parlé beaucoup dans les médias, mais malheureusement, un peu tardivement quand les événements sont arrivés. Et les informations données par les médias sont bien souvent partiales et partielles. Aussi, nous sommes heureux d'accueillir aujourd'hui Émile, qui a vécu les événements de l'intérieur et qui pourra nous présenter son point de vue. Bonjour Émile, tu es membre des Missions africaines. Avant de nous parler de la RCA, pourrais-tu brièvement nous rappeler ton parcours? Je suis le père Émile Chabibi Yao de la Société des Missions africaines en mission en RCA. S'agissant de mon parcours, j'ai fait ma formation au Bénin, la philosophie et l'année spirituelle, et après je suis allé en théologie en Côte d'Ivoire. De 2008 à 2011, j'ai fait ma formation en Côte d'Ivoire au centre de formation missionnaire d'Abidjan. Et je finissais ma formation théologique quand la crise post-électorale a déclenché à Abidjan en Côte d'Ivoire. Et c'est dans ces troubles que nous avons essayé de finir l'année. Et après mon ordination diaconale, je suis envoyé au Ghana pour mon stage diaconal. Et après Ghana, juste après mon ordination, on m'a envoyé en RCA pour ma première mission. J'ai commencé ma mission, c'était quand même bien. Pendant 3 mois, j'ai bien vécu. Et c'est à partir de décembre que nous avons commencé les affres de la crise qui continue jusqu'à aujourd'hui. Après mon ordination en août 2012, je suis envoyé en RCA. J'ai commencé ma mission à partir d'octobre 2012. Et en décembre 2012, on a commencé par recevoir le vent de la crise qui a commencé dans l'arrêt pays, dans les provinces. De décembre à mars, la crise n'était pas encore arrivée à Bangui. C'était dans les provinces que nous apprenons que les rebelles de Sénégal ont attaqué les églises, ont attaqué la population à Bria, à Kabandoro, un peu partout dans les provinces. Mais jusqu'à ce temps-là, on n'a rien encore à Bangui. Parce que vous résidiez à Bangui. À quel endroit de Bangui? En centre-ville ou en banlieue? Moi, ici, dans le quartier Gobongo de Bangui, disons c'est la banlieue de Bangui. À la sortie nord de la capitale, Bangui. D'après ce que l'on sait, donc c'est la Séléka qui est descendue de pays étrangers environnant le Centrafrique, qui est venue envahir le pays et prendre le pouvoir. Et donc toi, tu étais présent à ce moment-là. Que s'est-il passé quand ils sont arrivés à Bangui, dans la capitale? C'est le 24 mars 2012, le jour des rameaux, que la coalition des rebelles de Séléka ont fait leur entrée à Bangui. Bien avant, ils étaient dans l'arrêt pays, comme je l'ai dit, mais ce matin du dimanche, ils sont rentrés dans la capitale et immédiatement, ils se sont éparpillés sur le territoire de la capitale, comme si le plan de la capitale avait été annoncé. Et la liturgie de ce jour a été perturbée parce que lorsque les Sénégalais sont rentrés, ils se sont immédiatement attaqués aux églises, aux lieux de culte, les chrétiens et les presbytères, les couvents des sœurs. Et en même temps, nous avons enregistré des dégâts au niveau des églises, comme par exemple la cathédrale qui a été pillée ce même dimanche au cours de la messe des rameaux, alors que les chrétiens étaient à la messe. Là, ils ont emporté 2 voitures, une auto, et après ils sont allés au niveau du siège de la conférence épiscopale, ils ont pris 3 voitures, après ils sont allés au niveau des couvents des Salésiens, de Bosco et des sœurs de Bimbo, un peu partout dans les églises. Ils avaient dit leur objectif était de renverser le président Bozizé et de soumettre et humilier les chrétiens qui constituent la population majoritaire du Centrafrique et qui soutenaient les présidents jusqu'à ce temps-là. Et c'est là, lorsqu'ils sont rentrés vraiment, nous avons vu que leur acharnement était contre les églises et contre les chrétiens. Donc la Séléka étant entrée à Bangui, les médias n'en ont pas parlé, ou du moins les grands médias n'en ont pas parlé, puisque nous, l'information nous est venue par Monseigneur Nestor, qui est des Missions africaines, et qui a voulu nous alerter en nous disant qu'il y avait des pillages et des massacres qui étaient en train de s'opérer en Centrafrique
lui-même s'est mobilisé pour alerter l'opinion publique et il a dû aller en Europe et même jusqu'aux États-Unis. Et c'est à ce moment-là que les médias ont commencé à en parler et que les forces internationales ont commencé à bouger. Qu'est-ce qui s'est passé quand les médias ont été informés? Pendant tout le règne de Séléka, les médias, notamment les médias internationaux, n'avaient rien dit, comme s'ils ne voyaient rien. Et je pense que c'est ça qui a révolté la population pour dire nous souffrons, mais on ne dit rien, c'est comme si rien ne se passait. Jusqu'au moment où l'Église a pris l'engagement de faire savoir à la communauté internationale ce qui ne va pas dans la capitale et dans tout le pays. Et c'est là qu'il y a des délégations qui vont à l'ONU en France pour pouvoir faire connaître la situation de la Centrafrique. Et maintenant, comme les évêques se sont mobilisés, ils sont partis. Et c'est là, maintenant, la France et la RFI, la France 24 et toutes les ex-médias ont commencé maintenant à parler de la situation de crise en RCA. Maintenant, quand la France a commencé, c'est là maintenant la communauté internationale a commencé à mobiliser. Je pense que le hic médiatique a donné un effet. Et l'effet qui a donné, c'est que l'ONU, la France, l'Union européenne, tout le monde a commencé maintenant à voir sur la situation de la Centrafrique et on commence à mobiliser les gens pour pouvoir arrêter le pays, pour pouvoir indiquer le mal qui est en train de se perpétrer au niveau de la Centrafrique. J'ai vu que la sortie des évêques et l'intervention des médias, ça a quand même joué un effet. Et l'effet que ça a joué, c'est que ça a permis à la communauté internationale de se mobiliser pour pouvoir faire quelque chose pour empêcher le pire en RCA. Les anti-Balaka ont été présentés par les médias comme les forces chrétiennes, puisque souvent on présentait la force Séléka musulmane, ou du moins à dominante musulmane, et les forces chrétiennes anti-Balaka. À ton avis, est-ce que les anti-Balaka, ce sont des forces chrétiennes? Il faut dire, avant le 10 septembre 2013, personne ne savait ce que veut dire anti-Balaka. On n'était même pas au courant du nom. C'est le 10 septembre, le matin, que nous avons entendu qu'il y a une attaque dans Bossangoa et ses environs. Et une force, les hommes non inconnus, ont attaqué la base des Séléka de Bossangoa et ses environs. Et pendant ce temps, il y avait la RFI qui a interviewé celui qui se présente comme le représentant des anti-Balaka. Et c'est là qu'il a dit, effectivement, c'est ces troupes qui ont attaqué. Et cette troupe s'appelle anti-Balaka. Ils ont attaqué, leur objectif était de venger la population, la mort de leurs parents et les maisons brûlées. Ils sont venus pour venger ces morts-là et renverser Yotoya. Voici leur objectif. Mais comment ils se sont présentés? Est-ce qu'ils se sont présentés comme une force chrétienne? Ils ne se sont pas présentés comme une force chrétienne. Et au début, personne ne faisait même allusion à la force chrétienne. Les anti-Balaka, c'est un ramassis de groupes de bandits, des paysans, des chasseurs, qui, ayant vu tout ce qui s'est passé, toute la merde que la Séléka a occasionné à la population, ils disent qu'ils sont maintenant prêts à venger la population et à chasser les mercenaires qui veulent détruire les pays. Et ils ont commencé les attaques. Et il faut dire que les médias qui ont présenté les anti-Balaka et tous ces hic médiatiques que cela a fait, ça a donné du succès à ce groupe. Même si le premier jour de leur attaque, ils ont subi de lourdes pertes, mais ça a quand même donné du succès parce que ça a permis de s'officialiser. Et c'est là maintenant ils ont commencé leur progression pour arriver à Bangui. Dans leur progression pour arriver à Bangui, puisqu'ils étaient mal équipés, en peu de nombre, et ils n'avaient pas de stratégie, ils ont peur de s'affronter avec les Séléka dans leur route. Donc ils ont décidé de prendre par la brousse pour arriver à Bangui. Ils ont pris par la brousse. Déjà vers mi-octobre, ils sont déjà aux portes de Bangui. Et quand ils étaient là, ils étaient distraits mais très persans. Parce qu'ils étaient dans les environs. Mais tous ceux qui allaient au champ rencontraient des hommes bizarres qui posaient des questions sur la situation du pays, de la ville, comment est-ce qu'ils peuvent rentrer, où sont les bases des Séléka. Et ces gens-là, pendant qu'ils faisaient ça, il y a des jeunes qui étaient au courant et qui allaient se recruter discrètement dans ces rangs-là. Et c'est là jusqu'à mi-octobre, décembre, 5 décembre maintenant, ils se sont attaqués. Maintenant, vous m'avez posé la question de savoir, est-ce que ces gens-là sont vraiment des milices anti-Balaka? Des milices chrétiennes. Des milices chrétiennes. Non. Et ils ne se sont jamais présentés comme des milices chrétiennes. Que veut dire anti-Balaka? Pouvez-vous nous le
Anti-balaka, normalement selon la définition, ça veut dire contre les balles AK. Ça veut dire que ces gens-là sont munis de pouvoirs qui empêchent toute balle de pénétrer les corps, de leur faire du mal. Donc c'est ce qui veut dire anti-balaka. Ça veut dire contre tout ce qu'il y a comme balle, tout ce qu'il y a comme arme moderne. Maintenant, quand ils sont venus le 5 décembre à 4h30, quand ils se sont attaqués à la base de Seleka qui se trouve au camp Kassai, c'est-à-dire le camp qui est derrière la présidence, ils se sont attaqués parce que leur objectif était de renverser le président Bozizé. Donc c'est pourquoi ils se sont attaqués à ce camp. Ce matin-là, quand ils se sont attaqués à ce camp, ils n'étaient pas les plus forts. Les Seleka, appuyés par les soldats tchadiens, ont réussi à infliger de lourdes pertes dans le rang des anti-balaka et de la population. Mais il faut dire que pendant que les anti-balaka ont attaqué ce camp, il y avait la population, les Banguissois, qui sont sortis pour applaudir ces jeunes garçons et jeunes filles courageux et décidés à aller jusqu'au bout de leur fin. La population était contente de voir la fin du règne de Djotodia. Donc ils sont sortis pour applaudir ces jeunes-là. Quand ils sont sortis pour applaudir ces jeunes, les Soleka et les soldats tchadiens ont vu le soutien que la population a apporté à ces jeunes. Et maintenant, quand les anti-balaka se sont repliés sur la montagne, les Seleka et les Tchadiens ont déversé leur colère sur la population, notamment la population chrétienne, puisqu'ils ont vu que ces anti-balaka-là ont pris par le quartier des chrétiens pour aller vers la montagne. Et c'est les chrétiens qui sont sortis pour les applaudir. Cela, ils ont jeté leur colère sur les chrétiens. Et les Balaka, eux aussi, ayant vu le soutien des Chaldiens musulmans au Seleka, et même ils sont contournés le coin de la ville pour aller s'attaquer à la communauté musulmane en réponse à l'aide que les Tchadiens musulmans ont portée au Seleka. Vous parlez des Tchadiens, mais qu'est-ce qu'ils viennent faire? À quel trou, à quel groupement ils appartiennent? Comment se fait-il qu'il y a des soldats tchadiens en RCA? Bien avant l'entrée des Seleka, il y avait la force qu'on appelle la FOMAC, Qui est composée composée de tous les soldats de l'Afrique centrale. Ils étaient là pour assurer la sécurité de la RCA. Maintenant, ces soldats étaient basés chaque pays dans un coin. Maintenant, les soldats tchadiens étaient au niveau de l'Assemblée. Ils étaient au niveau de l'Assemblée et pendant que les anti-balaka attaquaient le camp de Kassai, ils revenaient à reculons et ils devaient prendre part à la présidence pour arriver vers le 4e arrondissement qui est une population fortement chrétienne. Là, on parle de Boerab, on parle de Gobongo, on parle de PK9, PK11 et PK12, ainsi de suite. Donc, ils devaient passer par là. Et c'est là, lorsque les cas les repoussaient depuis le camp Kassai de la ville là-bas, ils sont arrivés au niveau de l'Assemblée, là où ils se sont causés avec les Tchadiens qui étaient au niveau de l'Assemblée pour assurer la sécurité. Et c'est là les Tchadiens ont ouvert le feu contre tous ces gens-là. Et non pas contre la Seleka. Non, contre la Seleka, mais contre les anti-balaka. Et il avait de la débandade au niveau de la population, au niveau des anti-balaka. Ils ont pris par le quartier Boerabo, le quartier Gobongo, pour se réfugier sur la colline. Et c'est là, comme je l'ai dit, maintenant ces Tchadiens appuyés, ou bien les Seleka appuyés par les Tchadiens, ont maintenant déversé la colère au niveau. Et c'est en voyant cela maintenant que les anti-balaka, et également pour riposter à l'attaque des Tchadiens, qui sont des musulmans pour eux, ils sont allés attaquer à la communauté musulmane. Et c'est là que lorsque les médias ont vu l'attaque des anti-balaka contre les musulmans, ils les attrapaient, ils les égorgeaient, ils les cailladaient, et il avait de lourdes pertes au niveau des musulmans, notamment les musulmans de Kilomètre et de Miskin. Et c'est là maintenant qu'est venu le nom de milices chrétiennes. Parce que les anti-balaka ont lutté contre les musulmans. Pour les médias, c'était que les anti-balaka étaient en train de défendre les chrétiens. Non, les anti-balaka ne défendaient pas les chrétiens, mais ils luttaient contre l'ennemi. Mais il fait que cet ennemi s'est habillé de l'habit musulman. Parce que c'est les Tchadiens, et les Tchadiens sont des musulmans, puisque les Tchadiens musulmans se sont attaqués à la population, et à nous aussi nous allons nous attaquer à la communauté musulmane. Voilà l'origine de l'expression milice antichrétienne. Maintenant, tu vas nous parler de ton propre quartier, ce que tu as vécu concrètement. Est-ce que tu as vu venir des attaques
dans ta paroisse, dans la paroisse où tu es, et quelles ont été les conséquences de la vie de ton quartier? La nuit du 24 mars 2013, quand les sénégalais sont rentrés à Bangui, cette même nuit, ils sont venus sur notre paroisse Saint-Pierre du Congo, là j'ai fait ma mission. Et ils sont venus à 4, soit disant qu'ils veulent récupérer les voitures de l'État qui se trouvent dans la paroisse. Effectivement, la veille de leur entrée, il y avait une des ministres de l'ancien régime Bozizé, une dame qui était venue se réfugier sur notre paroisse et elle y a déposé sa voiture 4x4 Ulysse. En dehors de ça, il avait la 4x4 RAV4 de un de nos confrères SMA qui était sur la paroisse. Le jour des rameaux, normalement la dame, pendant la messe, il y avait des gens qui l'ont vu et c'est ces gens-là sûrement qui sont allés alerter les Sénégalais qu'il y a une des ministres de Bozizé avec la voiture de l'État. Et ils sont venus pour chercher cette voiture. Mais grâce à l'habilité de nos gardiens, ils ont essayé de déjouer les pas parce que les gardiens leur ont dit qu'avant l'entrée des Sénégalais, les prêtres ont déjà fui, les prêtres n'étaient pas là. Et nous étions à l'intérieur. Ils ont demandé la clé, ils ont menacé les gardiens et les gardiens n'ont pas cédé à la menace, disent que les prêtres n'étaient pas là et que quand les prêtres vont revenir le lendemain, ils vont essayer de prendre la clé pour les remettre. Le lendemain, lorsqu'on s'est réveillé le lundi, on a essayé de démonter les voitures, d'enlever les pneus des 4 voitures et de les cacher. Lorsqu'on a fait cela, il y a des gens qui étaient venus nous conseiller de dire vous devez quitter la paroisse parce que ce que vous avez fait c'est encore grave. Lorsqu'ils viendront et ils ne verront pas les pneus, ils risquent de vous tuer pour avoir les clés. Donc, on était conseillé à quitter la paroisse. Et quand on a quitté la paroisse, le mardi nuit, ils sont revenus. Quand ils sont revenus, ils ont vu les voitures démontées, ils n'ont pas vu les gardiens, ils ont commencé par tirer. Et c'est là qu'il avait des ripostes parce qu'il avait un gardien qui s'est armé, il a riposté, il a tiré sur l'un de ces enseignants qui a reçu de balles. Quand ils ont vu qu'il avait de l'attaque, mais ils ne savaient pas où se trouvaient ces gens-là qui tiraient sur eux, ils ont rebroussé chemin. À la sortie de la paroisse, ils ont rencontré un jeune. Ils ont attrapé le jeune pour dire nous avons appris que le père dort quelque part. Tu vas nous amener dans la famille où se trouve le père. Ils ont menacé le jeune a dit ok, je vais vous amener. Ils sont entrés dans un détour, le jeune a essayé de s'échapper. En courant, ils ont tiré sur le jeune. Mais heureusement pour lui, mais malheureusement pour l'autre, le jeune, les balles ne l'ont pas pris, mais la balle est allée atteindre un autre jeune à la poitrine. Il en est mort. Et c'est là, maintenant quand tout s'est passé, le lendemain matin, les prêtres sont venus, les gens du quartier sont venus me voir pour dire quitte la maison des sœurs, puisque moi j'étais réfugié chez les sœurs qui étaient juste derrière la paroisse. On m'a dit quitte là-bas, va loin. Parce que si on ne trouve pas de curé, on risque de venir t'attaquer et tu seras obligé de remettre tout ce que vous avez. Et c'est là j'ai pris fuite. J'ai pris fuite, je suis allé sur notre paroisse à PK12, sur notre paroisse SMA PK12. Et après, pour ne pas m'éloigner trop de la paroisse, je suis revenu à la maison régionale. Et je suis resté à la maison régionale 3 mois, seul. J'étais là uniquement avec l'autre gardien qui était musulman. Et c'est grâce à ce gardien-là, monsieur m'a dit, c'est lui qui m'a protégé pendant ces 3 mois-là. Parce qu'il veillait sur moi. Moi, je vais à la paroisse le matin à 5 h, je reviens à 18 h. Et quand je reviens, c'est lui qui me donne des positions, qui décide là, jusqu'à ce que les Sénégalais sont venus piller toutes les maisons qui étaient autour de la maison régionale. Mais ils n'ont pas osé rentrer parce qu'il a le gardien et le gardien était musulman. Et j'étais là protégé pendant ces 3 mois-là. C'est ça ce que nous avons eu comme menace pendant les Sénégalais. Maintenant, lors de l'entrée de Hati Balaka, nous avons accueilli la population sur la paroisse. Pendant 3 mois, il y avait des gens sur la paroisse. Il faut dire qu'au début, tous ceux qui étaient sur la paroisse, ils souffraient, nous-mêmes on souffrait, mais on n'avait pas la force de subvenir à leurs besoins parce qu'en ce temps-là, le programme alimentaire mondial n'amenait pas de riz. C'est l'archevêché qui envoyait quelques sacs de riz pour partager à ces gens-là. Mais ça ne suffisait pas. Ils venaient, ils prenaient, ils demandaient. Mais on n'était pas avec l'argent. Le curé n'avait pas d'argent, moi non plus, et on n'avait pas de moyens. On était là, on regardait, mais ça faisait pitié, parce que nous-mêmes, on n'arrivait pas à manger. Donc on avait appelé ces gens-là pendant 3 mois jusqu'à l'arrivée, pendant 1 mois jusqu'à l'arrivée de PAM, de produits de Caritas, ainsi de suite, et on a essayé de partager. Et pendant ces temps-là, on n'a pas eu des menaces des
C'est le cas parce que les Balakas étaient dans notre quartier. C'est les fiefs. Donc on était là en train de gérer. Mais quand il avait des attaques, il a toujours d'attaques à Bobongo, devant notre paroisse. Parce que c'est là que se trouvent les anti-Balakas. Et quand les soldats tchadiens veulent accompagner les Tchadiens pour rentrer dans les pays, ils doivent nécessairement passer par Bobongo. Et c'est en passant par là que les anti-Balakas commencent par tirer sur eux et ils s'affrontent. Et nous, on reçoit les séquelles, les coups et ainsi de suite. Voilà tout ce que nous avons comme menace. Mais jusqu'à présent, personne n'a eu de blessure, personne n'a eu de balles et personne n'est mort parmi nous. Nous sommes sortis indemnes pour le moment avec la grâce de Dieu. Tu viens de quitter la Centrafrique il y a quelques jours. Peux-tu nous dire maintenant la situation actuelle qui se passe en RCA? Moi, je vais être optimiste. À mon niveau, je peux dire que la situation, ça va quand même, ça se calme. Jusqu'au moment où j'ai quitté, mis à part la situation de l'attaque de fin mai de la paroisse Notre-Dame de Fatima, où ils ont tué plus d'une quarantaine de personnes, les musulmans ont tué plus d'une quarantaine de personnes, je pense que la situation en général, ça va. Par exemple, lorsqu'on arrive au centre-ville, avec le mouvement, avec tout ce qui se passe et le commerce, les activités, c'est comme si il n'y avait pas de problème à Bangui. Là où il y a encore des problèmes maintenant, c'est kilomètre 5, quelques localités de Gobongo où les musulmans ne peuvent pas rentrer, PK5 où les chrétiens ne peuvent pas rentrer. C'est là maintenant qu'il y a peut-être des accrochages et ainsi de suite. Sinon, la situation, pour être vraiment objectif, la situation, ça va quand même de mieux en mieux. Mais ce qui ne rassure pas, c'est que quand on dit que ça va aujourd'hui, 2 semaines après, il doit y avoir encore accrochage. Tant que les musulmans sont là, tant que les anti-Balakas sont là, et que les deux groupes ne s'accueillent pas, donc il doit y avoir toujours des hésitations de dire que tout va bien. Donc c'est ça qui fait le problème. Et maintenant, les gens sont en train de vouloir envoyer les soldats de l'ONU. Bon, les soldats vont venir, mais je ne sais pas si ça va encore jouer un rôle capital, parce que nous avons assez de soldats en Centrafrique, près de 8000. Avec ces 8000, la situation ne s'améliore pas. Et l'arrivée des Belges, l'arrivée des Polonais, la situation ne s'améliore pas. Je ne sais pas. Quel est le poids qui va peser encore les autres 12 000 que l'ONU va envoyer? On espère. Et je pense que peut-être cela, ça va ajouter quelque chose. Jusqu'à présent, nous sommes en train de prier et l'Église est en train de militer pour que la réconciliation et la paix reviennent. Et les tracasseries, les efforts du Monseigneur l'archevêque, du Monseigneur Nestor, Monseigneur Denis et tous ces évêques-là, c'est pour que l'harmonie, la concorde, la paix qui existait entre chrétiens et musulmans avant l'arrivée de ces cas, pour que cette harmonie revienne, pour que cette paix revienne. C'est ça la lutte. L'Église fait l'effort, les prêtres font des efforts, mais cet effort n'est pas toujours possible de l'autre côté. Si l'accueil que les chrétiens font aux musulmans, surtout les prêtres font aux musulmans, si c'est responsable d'autres églises, des musulmans, arrivent à faire ces efforts, je pense que la paix va arriver. Nous devons espérer et je pense que ça ira.